Quand je pense qu'on a longtemps parlé de sentiment d'insécurité, je trouve qu'on aurait dû faire attention aux termes qu'on employait, sans du tout mettre le feu à ces questions qui sont tout à fait sérieuses. C'est très large que je vous demande pour commencer. Comment en est-on arrivé là ? D'abord, avant ça, je peux vous dire que moi, ces images, elles me heurtent, elles me choquent, elles m'indignent. J'ai été policier 30 ans, j'ai eu l'honneur de diriger la police nationale pendant 5 ans. Ça a toujours été un métier difficile, ça a toujours été un métier dangereux, et il faut rendre un vrai hommage aux forces de sécurité intérieure, voilà, qui font le maximum de ce qu'ils peuvent faire dans un environnement qui est extrêmement dégradé. Alors, il est dégradé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous traversons une crise politique, une crise de la démocratie, une crise de la République, qui est compliquée. Or, il n'y a pas de réponse policière à une crise politique. Il ne peut y avoir qu'une réponse politique. Mais disons que depuis 2014-2015, la vie est devenue encore plus difficile qu'avant pour les policiers. On a eu ces attentats islamistes, on a eu des maintiens de l'ordre extrêmement durs. Il faut remonter probablement à mai 68 et encore avec les Gilets jaunes. Oui. On a eu cette crise du Covid qui est en cours aujourd'hui et qui évidemment a mis les policiers sous pression. Ça, c'est objectif. La deuxième chose qui est inquiétante aussi, c'est qu'il y a des cycles, vous savez, il y a des cycles dans la violence. J'ai toujours fait partie des gens qui pensaient qu'on était dans une société moins violente que celle qu'avaient pu connaître nos pères ou nos grands-pères. Vous en êtes toujours convaincu ? Et j'en voulais pour preuve, non, mais je vais vous dire pourquoi. J'en voulais pour preuve le nombre d'homicides. Entre 1990 et 2012, 1990 c'est mon arrivée à la brigade criminelle, oui. 2012 c'est quand j'ai quitté la police nationale. Oui. Eh bien le nombre d'homicides a diminué de moitié en France. Or je prétends qu'une société qui tue 2 fois moins n'est pas une société qui est de plus en plus violente. Par contre, cet indicateur remonte depuis 2014. Et chaque année, il remonte. Et ça, je pense que c'est un signe qui est extrêmement inquiétant. Donc on peut considérer que nous avons aujourd'hui une remontée de la violence de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait pour reprendre les choses en main et notamment que peut-on faire pour faire respecter ceux qui nous protègent ? Je rappelle que la police est un pouvoir par délégation. Alors c'est jamais agréable quand on se prend une prime ou quand on vous arrête dans la rue pour vous demander vos papiers, etc. Bien que ce ne soit pas un drame non plus. La question c'est comment on protège aujourd'hui nos policiers et comment on les fait respecter. Toutes les images qu'on vient de voir sont extrêmement impressionnantes. Oui. Et elles mettent en cause l'équilibre de notre société et de notre liberté. Alors je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Juste un petit bémol, c'est que malheureusement, il n'y a pas que les policiers qui sont attaqués. Il y a les médecins, il y a les pompiers. Donc tout ce qui représente l'État, d'une façon générale, vous savez, maintenant, les pompiers n'interviennent plus qu'avec des policiers. Ça se rattrape des situations pareilles ? Oui, bien sûr. Ça se rattrape avec une volonté politique extrêmement forte et avec une chose qui est importante. Bon, il y a une perte de l'autorité de l'État. Cette perte de l'autorité de l'État, elle est générale, mais dans le domaine de la sécurité, elle existe pour une raison. Les choses ne sont jamais aussi simples. Une raison fondamentale, c'est l'absence certaine de sanctions. César Beccaria, dans son traité des délits et des peines, disait « La sanction, elle n'a pas besoin d'être très importante, elle a besoin d'être certaine. » Or, vous avez 3 types de sanctions aujourd'hui qui sont prononcées par les juridictions. Vous avez l'amende, rapport du Sénat qui dit qu'on ne récupère que 48% des amendes données à titre de peine par un tribunal correctionnel. Les travaux d'intérêt généraux, eh bien, on n'en fait que 80%, 20% y échappent, et les 80% qui le font, ils le font en moyenne 419 jours après la condamnation, ce qui n'a évidemment aucun sens. Quant à la prison, on a des peines de réduction automatique, ce qui n'a aucun sens. Les réductions de peine, c'est quelque chose qui est intéressant si la personne qui est incarcérée montre un certain nombre de choses. Et puis, depuis Mme Belloubet, on a une espèce de numerus clausus qui plaît beaucoup à un certain nombre de personnes, qui consiste à dire, eh bien, on ne peut pas mettre plus tant de personnes en prison. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre, il faut que quelqu'un sorte. Ce qui fait qu'on a libéré de manière sous couvert de Covid et de manière relativement dissimulée 20% des détenus. 14 000 détenus ont été libérés pendant la première phase de confinement du Covid. Vous savez que c'était des peines, qui n'étaient pas... on n'a pas libéré des assassins. Eh bien, moi on me dit c'est des fins de peine, 20% c'est pas des fins de peine. Non, les assassins n'ont pas été libérés, mais les assassins, il y en a très peu d'assassins. Il y en a très peu en prison. Qui a été libéré ? Des cambrioleurs, des trafiquants de drogue, des harceleurs sexuels, etc. Les gens, quand ils ne sont pas dedans, ils sont dehors, oui. On les retrouve là maintenant, mais surtout, comment voulez-vous faire peur parce que la police, elle doit rassurer,
mais elle doit rassurer les honnêtes gens, elle doit faire peur aux autres. Si les gens qui sont arrêtés se disent, de toute manière, il ne m'arrivera rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un mineur qui va être arrêté 3 fois, 4 fois, 5 fois par la police, il ne se passera pas grand-chose. Il va être majeur, il va ensuite être condamné, s'il n'a pas commis des actes extrêmement graves, à des peines avec sursis, il n'ira pas en prison. Et quand il sera condamné à une peine inférieure à 1 an de prison ferme, la loi prévoit qu'il n'y aille pas. Ça a quel sens? Franchement, ça a quel sens? On peut dire les courtes peines ne sont pas utiles, c'est une discussion que je ne veux pas ouvrir. Mais ça a quel sens de dire à quelqu'un, monsieur, je vous condamne à 8 mois de prison ferme, mais je vous préviens, vous n'irez pas. Ça n'a aucun sens. Alors, la sanction doit être immédiate, nous avez-vous dit, et enfin, en quelque sorte, la sûreté de la peine et non pas la peine de sûreté. La sûreté de la peine. Les peines doivent être rapides, et peu importe leur quantum, elles doivent être efficaces. Vous savez, je crois que c'est à vous que je l'avais dit la dernière fois que vous m'aviez invité, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est en marge d'un rassemblement des Gilets jaunes, vous aviez un colosse, un boxeur, qui avait tabassé 2 gendarmes. Oui. Bon, il est interpellé, très bien, il prend un an de prison ferme. C'est objectivement une peine qui me paraît correcte. Bon, s'il se tient bien, il pourra sortir au bout de 6-8 mois, ça ne me paraît pas anormal. Sauf que, immédiatement, sa peine est transformée en semi-liberté. Le lendemain, les 2 gendarmes, sortis de l'hôpital, bien sûr, le temps qu'ils sortent de l'hôpital, auraient pu le recroiser dans la rue. Ça a quel sens? Comment voulez-vous dire à quelqu'un ce que vous avez fait n'est pas bien? Vous avez une peine, mais cette peine, finalement, vous n'allez pas la faire. On a compris votre logique, elle l'est. Avec une police sur tous les fronts, terrorisme, sanitaire, manif, comment les renforcer? Et d'abord, est-ce qu'il faut plus de policiers dans notre pays? Alors moi, c'est pas mon sujet numéro 1. Je ne vais pas vous dire. C'est surprenant, non, pour un DGPN, enfin un ex-DGPN? Non, c'est un peu technique, je m'excuse, je vais essayer de simplifier. Quand j'étais directeur général de la police, la masse salariale du budget, c'était 80% de mon budget. C'est-à-dire que j'avais 20% de mon budget pour tout le reste. Tout le reste, ça signifie acheter des voitures, construire des commissariats, entraîner les hommes, acheter des armes, payer des missions, payer la formation, etc. Mais 80% pour les salaires versés à nos fonctionnaires de police, d'accord. Aujourd'hui, parce qu'on a voulu recruter plus de policiers, la masse salariale, c'est 90%. Ce qui fait que vous avez un peu plus de policiers, mais avec un peu moins de moyens. C'est ce que j'appelle la paupérisation de la police nationale. Vous avez des pays où quand vous recrutez un policier, et c'est la façon dont il faut voir les choses, vous prenez le coût général du policier, c'est-à-dire son salaire, mais également un policier, c'est une voiture tous les 5 ans, un ordinateur tous les 3 ans, etc. Donc là, on assiste à quoi? On assiste à un peu plus de policiers, tant mieux, un peu mieux payés, tant mieux, mais avec des moyens qui baissent. Et ça, les policiers le ressentent très mal, parce qu'ils ont l'impression que finalement, Vous savez, quand vous travaillez dans des conditions dégradées, dans un immeuble qui est insalubre, avec des voitures qui tombent en panne et qui ont des milliers de kilomètres, un ordinateur qui rame, eh bien vous avez l'impression que finalement, on se fout de votre métier. Et les policiers, ils ont besoin de se sentir soutenus. Et une des façons que les policiers se sentent soutenus, c'est de leur donner des moyens matériels convenables pour travailler.